À Catherine Migaud, la directrice générale de la Fondation Farm, pour animer cette séquence conclusive. Merci à tous. Bonsoir à tous et à tous. Donc je vous demande encore quelques instants d'attention parce qu'on a deux invités qui vont conclure cette journée. Je voudrais dire quelques mots juste avant de leur passer la parole. Tout d'abord, je veux vous remercier, vous les participants dans cette salle. Et puis à distance, hein, on sait pas combien, je ne sais pas combien vous êtes, mais on fera le bilan plus tard. Je vais remercier tous les intervenants de la journée et puis nos sponsors. Je veux dire un mot pour nos sponsors, ministère de l'Agriculture, Apex Agri, et puis le ministère des Affaires étrangères. Et puis, je veux remercier aussi les équipes, Mathieu, Stéphane, Camille et les autres. Hein, ils sont tous vraiment à pied d'œuvre aujourd'hui et je suis vraiment fière d'eux. Voilà, je peux leur dire très sincèrement. Le sujet du financement, je vais être brève, hein, mais le sujet du financement pour nous est clé aussi. On va en faire, vraiment c'est un sujet qui est inscrit à la feuille de route de Farm cette année. Et d'ailleurs, nous allons, Pascal l'a dit ce matin, organiser une journée scientifique en fin de l'année parce que nous avons l'intention de mobiliser la recherche autour de ces sujets. Il nous paraît, après cette cartographie très large de cette journée, essayer de d'apporter encore une réflexion supplémentaire. Et nous allons, ça c'est, je voudrais annoncer aussi la création d'un prix de la Fondation Farm, justement, qui récompensera au cours de cette journée scientifique des travaux de recherche qui ont une application très concrète sur le terrain. Voilà, donc ça, que ce soit pour accompagner des acteurs, hein, des filières, des producteurs, des organisations de producteurs ou des ONG. En tout cas, voilà, ce qu'on veut, c'est montrer, c'est notre mission aussi chez Farm, hein, c'est-à-dire de passer de la recherche finalement à une application sur le terrain très concrète. Et c'est ça que nous voulons valoriser. Et puis le thème de cette année, plus particulièrement, ce sera le financement des transformations des agricultures vers des filières durables. Voilà le thème, et donc n'hésitez pas à passer le message et relayer cet appel à candidature. Et puis comme je fais allusion à notre feuille de route, elle est beaucoup plus riche aussi que le financement. Hein. On a vu tout à l'heure que le financement, il ne fallait pas s'arrêter à ce sujet-là, qu'il y avait beaucoup de questions d'interaction avec d'autres thèmes. Et nous avons, alors c'est pour ça on a été interpellé tout à l'heure par un monsieur de Normandie sur la fertilité. Et donc nous avons, je voulais le rassurer, nous avons un partenariat avec l'AFD pour travailler justement sur la fertilité des terres en Afrique de l'Ouest cette année. Voilà, donc c'est un des sujets parmi d'autres, mais il est très important en effet. Voilà, donc avant que nous rejoignions le moment de cocktail, partager tous ensemble, continuer à échanger sur ces thèmes-là, je voudrais accueillir donc à cette tribune nos deux invités qui ont eu vraiment l'amabilité de faire cette conclusion. Donc on vous demande encore un moment d'attention. Donc j'accueille Bertrand Walkener, qui est donc directeur général adjoint de l'AFD, l'Agence française de développement, et je rappelle à cette occasion que l'AFD est cofondatrice de Farm il y a 25 ans, aux côtés du Crédit Agricole. Voilà, donc j'en profite pour vous remercier pour votre soutien et notre coopération, notre collaboration très riche. Et puis j'accueille également Andrea Mezzamurillo, qui est secrétaire exécutive adjointe de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Merci beaucoup à tous les deux pour la conclusion. Merci à vous tous. Bonjour à tous et à toutes. Andrea, c'est en fait toi qui vas vraiment conclure. Moi, j'interviens avant toi, donc c'est pas moi qui vais avoir ce privilège de devoir maintenir tout le monde dans la salle jusqu'au bout. Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, merci beaucoup pour votre invitation. L'AFD est un partenaire de Farm depuis très longtemps. Nous sommes très heureux de l'être. Et à titre personnel et professionnel, je suis très intéressé par cette conférence et par la discussion à laquelle j'ai pu assister. Alors à titre personnel, c'est parce que je suis moi-même fils d'agriculteur et dans un moment un peu particulier puisque mon père, qui est éleveur de moutons dans le
Morvan est en train de prendre sa retraite, donc c'est le moment de la transmission de la ferme. J'ai plusieurs frères et sœurs, aucun de nous ne va reprendre cette ferme, ce qui interroge un petit peu sur ce qui m'interroge, ce qui me fait m'interroger sur les raisons qui font qu'à un moment on a envie ou pas de s'engager dans un projet agricole. Et un certain nombre de propos qui ont été tenus cet après-midi, je crois, incarnent bien les déterminants, la complexité et ce qui fait que les gens ont envie de s'engager dans cette voie. Donc ça, c'est pour la partie personnelle, et je vais y revenir. Et puis pour la partie professionnelle, eh bien, l'Agence française de développement, que j'ai rejoint il y a 5 ans, est une institution qui est engagée dans le développement agricole en Asie, en Afrique, en Amérique latine depuis de très nombreuses années, parfois 70 ans, avec des partenariats, avec des partenaires avec lesquels nous avons créé des relations de confiance qui sont extrêmement précieuses sur le plan humain, sur le plan technique. Et nous avons vu, à travers ces années passées aux côtés de ces partenaires, eh bien, les progrès, la production augmenter, la production se développer à travers des travaux sur la fertilité des sols, à travers des travaux sur la mise en place de systèmes d'irrigation performants, à travers des travaux sur l'agroécologie en général, mais avec la nécessité, et c'est un point qui me paraît important, d'arriver à définir ce que c'est que l'agroécologie en fonction du pays dans lequel on est. C'est évidemment pas du tout la même chose de faire de l'agroécologie dans le Morvan, d'en faire en Afrique de l'Ouest où le pH des sols est de 4,5 et d'en faire en Amérique latine ou en Asie. Un point qui me paraît très important, c'est la question de la confiance. On ne devient pas agriculteur si on n'a pas un peu confiance en l'avenir. Tout récemment, mon père me disait que le cours du mouton, il est éleveur de moutons, n'a jamais été aussi élevé au cours des 3 dernières années qu'au cours des... il est installé depuis 40 ans. Voilà, il n'a jamais été élevé aussi élevé qu'au cours des 3 dernières années. Et pourtant, peu de gens s'installent en mouton aujourd'hui dans le coin dans lequel on est. Et la principale raison qu'il avait pour expliquer ça, c'est le manque de confiance que les éleveurs dans ce type de filière peuvent avoir en l'avenir. Madame Gifty a évoqué tout à l'heure également la question des marchés, qui me paraît, dans ce que j'ai entendu dans cette fin d'après-midi, un élément extrêmement important. Il n'y a pas d'agriculture sans modèle économique d'une exploitation agricole, pas de financement sans modèle économique d'une exploitation agricole, un modèle économique qui doit être soutenable, et il n'y a pas de modèle économique soutenable sans des consommateurs pour acheter des productions agricoles à un prix qui doit être évidemment raisonnable. Donc cette confiance et cette volonté à s'engager dans un projet agricole, elle est à la fois, elle est orchestrée, organisée par un certain nombre de déterminants qui sont les marchés, évidemment, qui sont les perspectives offertes à des jeunes qui s'engagent dans ces filières, et dans des filières qui sont à la fois très simples, les techniques d'élevage du mouton, les techniques d'élevage des bovins n'ont à certains égards pas beaucoup changé depuis de nombreuses années, et puis dans d'autres dimensions, elles ont beaucoup changé et elles vont beaucoup changer dans les années à venir. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai trouvé que les interventions qui ont été faites sur la formation sont extrêmement importantes, parce que les modèles agricoles évoluent, se complexifient, se professionnalisent aussi dans des dimensions qu'on a parfois, je trouve, encore du mal à sentir. Et donc ça va être un des déterminants et un des enjeux des années à venir. Donc cette notion de confiance, elle est extrêmement importante. Ensuite, dans les points qui ont été mentionnés, je crois que tout le monde ou presque a parlé de la puissance publique. La puissance publique dans le secteur agricole, c'est une conviction forte de l'AFD, c'est extrêmement important pour donner de la visibilité, pour accompagner la structuration de filières qui nécessitent des organisations de producteurs, qui nécessitent un accompagnement au quotidien des agriculteurs pour montrer comment des produits divers et variés, comment les marchés évoluent, comment les techniques agricoles peuvent évoluer. Et en reliant puissance publique et confiance, c'est ce qui fait qu'à un moment, un agriculteur accepte d'abandonner des pratiques qu'il a vues pratiquer pendant 30 ans, peut-être plus, et ça je crois que c'est vrai en France comme en Afrique. Il y a vraiment cet ADN commun.
qu'un agriculteur va accepter de changer une technique culturelle, va accepter de changer un mode de production parce qu'il a confiance dans l'avenir, parce qu'il a confiance dans les études, dans les recherches, dans les travaux et dans ses pairs. Je crois que c'est une filière qui fonctionne beaucoup avec les pairs et avec les échanges qui existent entre ces personnes. Donc politique publique, c'est un élément extrêmement structurant. La deuxième chose qui me paraît importante et à laquelle l'AFD est attachée, c'est la question de l'agriculture familiale. C'est vraiment dans notre ADN. Il se trouve que c'est aussi dans l'ADN de la politique française en matière agricole. Et la raison pour laquelle c'est dans notre ADN, c'est parce que nous avons cette conviction que les familles, quelqu'un en a parlé un petit peu tout à l'heure, les familles sont un déterminant important du développement des territoires, des petites surfaces, parfois des surfaces qui grandissent, mais qui ont cet attachement à leur terre, qui ont cet attachement à leur exploitation agricole, et qui ont aussi cette volonté de transmettre une exploitation agricole à une famille, à un enfant, et qui sont partie d'un projet de territoire. Et l'AFD est très attachée, et nous y travaillons avec un certain nombre d'entre vous qui sont présents ici, à ces modèles innovants de développement territorial. Quelqu'un a dit tout à l'heure que parfois l'État, c'était Gifty je crois, l'État au Burkina a trop de défis à relever en même temps et donc n'a pas toute l'énergie à consacrer à la politique agricole du pays. Eh bien il existe des formes innovantes de développement de territoire, de projets de territoire auxquels participent des familles et nous travaillons avec des organisations de producteurs à accompagner le développement de ces formes innovantes de gestion territoriale. Et puis enfin, nous avons la conviction que les banques publiques, je parlais de puissance publique, nous avons la conviction que les banques publiques, je travaille dans l'une d'entre elles, donc je ne vais pas me renier, mais au-delà de ce point, nous avons la conviction que les banques publiques ont ce rôle très important et très structurant à jouer dans le financement de la production agricole. Il y a un chiffre que j'aime bien, c'est le chiffre de 3,2%. C'est le taux de croissance de la production de bois en France. Pourquoi je le cite? Parce qu'il montre que 3,2%, ce n'est pas les rentabilités que vous pouvez trouver dans l'industrie aéronautique, que vous pouvez trouver dans le luxe, dans tout un tas de secteurs industriels. Le vivant a besoin de patience, le vivant a besoin de temps long, le vivant a besoin d'investisseurs qui vont adapter leur modèle économique, qui vont adapter leur projet à ce type d'ordre de grandeur et de rentabilité. On ne peut pas demander au vivant de rendre plus que ce qu'il est capable de produire sur une année. Et donc on a besoin de banques publiques, on a besoin de ce qu'on appelle le capital patient pour adapter ces modèles économiques à ce type de production, à ce type de longévité, à ce type de vision de long terme, en synergie avec des politiques agricoles et avec des États qui s'engagent dans cette voie. Et puis enfin, ce que je trouve important et absolument fondamental, c'est la place que les politiques publiques, les acteurs publics en partenariat avec le secteur privé, doivent donner à la construction d'un projet de société. On a besoin, je l'avais dit en introduction, de clients qui achètent des produits agricoles. On a besoin de clients qui ont envie d'acheter des produits agricoles de bonne qualité pour que des agriculteurs aient envie, aient les moyens et le temps de s'engager dans une production agricole de qualité, avec des rendements qui ne seront probablement pas les rendements des terres de Beauce tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ça se construit, ça doit se construire autour d'un consensus, ça doit se construire dans une discussion large qui peut être une discussion de territoire qui à un moment nécessite probablement d'être une discussion à l'échelle d'un pays, d'où l'importance encore une fois de la politique publique. Et cette place, eh bien, c'est celle que nous essayons d'avoir en accompagnant les États dans la trajectoire de leur modèle agricole en tant que banque publique et avec cet ADN, agriculture familiale, agriculture agroécologique, mais en la déclinant à chacun des territoires dans lesquels nous travaillons, et en donnant évidemment la spécificité à un modèle agricole qui en République dominicaine ou au Burkina ou aux Philippines ne peut pas être le même partout. Voilà, donc c'est ça qui nous paraît absolument fondamental. Merci beaucoup. Well,
Thank you so much. Thank you to... Merci beaucoup à la Fondation Farm pour cette invitation. Merci Pascal, Catherine, merci à l'AFD, merci à tous les orateurs aussi. Ça a été vraiment une journée très intéressante. Je suis Andrea Mesa Murillo. Je m'occupe du sol, de la sécheresse. Et évidemment, ça, on a entendu dire toute la journée que ça devrait être au centre de tout l'agenda international. Et les agriculteurs connaissent énormément de choses là-dessus, sur le sol, la sécheresse. Et notre devise, c'est d'avoir une terre saine pour une économie saine. Parce que nous savons qu'une terre saine sera la base pour la sécurité alimentaire, pour la sécurité hydrique, pour le développement aussi. Et donc pour nous, ça a été vraiment une super opportunité d'entendre ce que vous aviez à dire en tant qu'agriculteur, les défis auxquels vous êtes confrontés au cours de ce processus de transition. On comprend bien qu'il y a des défis, bien sûr, mais on voit aussi comment on peut faire de cette transition une opportunité pour véritablement élever cet agenda. Comment est-ce qu'on peut faire de cette terre saine le cœur de toutes nos conversations dans les conférences internationales? Cette réunion est une des 3 conventions. Il y a le climat, la biodiversité et le sol, la terre, bien sûr. Et on sait qu'on ne peut pas parler de crise du climat un jour, de la biodiversité le lendemain, et puis ensuite le 3e jour de parler de la détérioration des sols. Il faut qu'il y ait des stratégies intégrées, bien sûr, qui incluent tout ça ensemble. Mais la clé dans tout ça, c'est de comprendre que le sol, la terre, est au cœur de tout ça pour arriver aux objectifs de développement durable et aux objectifs de développement, tout simplement. Et ça fait partie de la façon dont on peut y arriver. Comment est-ce qu'on peut mobiliser plus de ressources? Comment est-ce qu'on peut comprendre les outils à notre disposition? Et dans notre convention, ce que nous faisons, c'est qu'on travaille avec les gouvernements justement sur les politiques publiques et parfois on fait en sorte que ça soit au cœur de l'agenda. Nous allons avoir notre COP en décembre cette année à Riyad en Arabie Saoudite et cette présidence veut vraiment faire en sorte que cette COP soit un moment clé pour cet agenda, justement en mobilisant plus de ressources, en attirant plus d'attention politique sur cet agenda. Parce que nous avons, là, quand on a des chefs d'État, quand on a des premiers ministres, des présidents, des directeurs d'entreprise, des acteurs de la société civile qui sont autour d'une table et qui commencent à discuter, là, on peut dire que c'est une priorité et qu'on va pouvoir commencer à mobiliser des ressources pour cet agenda. Ce matin, quelqu'un a dit qu'il s'agit de 0,8% de la finance dédiée au climat qui est allouée aux petites exploitations agricoles. Et bien, il faut changer ça si on veut vraiment voir une transformation se faire jour. Et on peut changer ça, bien sûr, si on en fait une priorité. Donc, je vous invite à vous engager. Je vous invite aussi à construire ce nouveau discours parce que on entend beaucoup parler de l'énergie, la transition énergétique, etc. Mais si on parlait de la transition du sol maintenant, la transition de la terre, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à s'intéresser à ça, l'accès au sol, la propriété des sols? Parce que dans certains pays, c'est ça véritablement l'obstacle principal. Quand on parle de développement, quand on parle de durabilité, quand on parle d'accès aux outils financiers. Donc il faut vraiment hiérarchiser les décisions. Le plan d'occupation des sols, par exemple, je crois que ça a été mentionné déjà aussi par CACO, par exemple, entre autres. Et puis, il y a donc cette convention dans laquelle on a la plupart des points d'entrée. L'agroécologie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une décision COP sur l'agroécologie, hein? On peut faire un peu de provocation, là. Il faut qu'elle soit plus centrale. Il faut que toutes ces conversations, que tous ces sujets soient beaucoup plus centraux et qu'on puisse mobiliser plus de ressources. Et puis, il y a aussi
la résistance à la sécheresse. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on va voir partout dans le monde, dans toutes les régions du monde. On sait que c'est le cas en Afrique, mais c'est aussi le cas en Asie centrale. C'est aussi le cas ici en Europe. C'est aussi le cas en Amérique latine. Et on sait que ces aléas climatiques vont devenir beaucoup plus violents et beaucoup plus fréquents. Et il faut d'ores et déjà investir là-dedans, travailler avec les agriculteurs pour qu'ils soient mieux préparés à la prochaine sécheresse. Et puis, on va avoir l'opportunité d'adopter une décision très importante sur la résilience à la sécheresse. On a besoin de vos conseils. On a besoin que vous nous disiez le type d'investissement auquel il faut accorder des fonds en priorité. On a besoin que vous nous disiez dans quelle région il faut travailler en priorité pour qu'on soit mieux préparé pour la prochaine sécheresse. Donc, je vous invite les 2 premières semaines de décembre à venir à Riyad pour la réunion de notre convention, pour mobiliser plus de forces politiques, pour utiliser la prochaine présidence qui souhaite vraiment mobiliser plus de ressources pour cet agenda et plus de vision commune au service de cet agenda pour que cette transformation ait vraiment lieu. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous les deux. Merci à tous et à toutes.